Ici Bondy, ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B. C. BBC. Bondy. 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 Blog. Café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Jean-François Copé, bonsoir. Bonjour. Merci d'être venu à Bondy. C'est un plaisir. Écoutez, avant de vous présenter les jeunes du Bondy Blog, je vous propose d'abord d'aller boire un petit coup, et puis Avec après, plaisir. on abordera tous les sujets de cette émission. Avant de commencer, je vous propose d'abord de commander quelque chose. Ça va, on va boire un coup. C'est Nadège. Bonsoir Nadège. Bonjour Nadège. Alors moi, je voudrais un café, je ne sais pas ce que Et moi, vous je veux bien prenez. un Coca Zéro. Merci. Voilà. Vous connaissiez Bondy avant de venir? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des militants Bien sûr. UMP à Bondy? Je comprends qu'il y a des militants UMP, mais il n'y a pas que des militants UMP, il y a surtout des habitants. Il y a des habitants. Et comme je ne suis pas très loin du 93, puisque moi je suis sur Meaux, donc inutile de vous dire qu'on a beaucoup d'échanges avec beaucoup de gens qui font des choses ici, que ce soit Vous êtes un peu à enrhumé, Bondy non? ou ailleurs. Ouais, j'ai un peu la crève. Ouais. C'est quoi? Vous avez fait du sport ce week-end ou c'est le Conseil national? Ni l'un ni l'autre, non, c'est une bonne crève comme on les a traditionnellement. Voilà. Donc vous êtes un homme normal, naturel? Oui. Parce que c'est pas l'image qu'on a de vous en fait. Oui, je la connais l'histoire. Oui. Mais il y a tellement de différences Ouais. entre la manière dont on parle de nous quand on fait ce métier Ouais. pour le pays et ce qu'on est en vrai, que de temps en temps c'est bien de pouvoir parler soi-même, comme ça on ne fait pas parler des autres. Mais qu'est-ce qui fait que Jean-François Copé a une image comme ça dans la classe politique française? Je pense que ce qui compte en fait, c'est ce qu'on montre d'authentique dans la durée de sa vie. C'est pas simplement l'écume des choses. Ouais. C'est pas parce qu'un jour on va s'accrocher dans l'univers médiatique sur une phrase, sur telle ou telle chose déformée. La vérité, c'est surtout les combats qu'on mène pour son pays, pour Est-ce la que vous vie. souffrez de ça? Eh ben, qui peut se réjouir quand il se fait fracasser dans les télés, dans les radios? Personne. Mais en même temps, moi, ça m'arrive aussi de me dire, mais pourquoi est-ce que c'est aussi déformé, aussi injuste? C'est tellement pas moi. Parfois, il m'est arrivé de me dire, tiens, ce qu'on est en train de raconter de moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Bon, donc c'est quelque part qu'il faut aussi que je travaille moi-même. Ouais. En même temps, vous donnez aussi les coups. Vous en prenez, mais vous en donnez. Oui. Vous avez dit que vous étiez un bébé Chirac, vous étiez un des plus jeunes parlementaires il y a encore quelques années. C'est peut-être aussi ça, non? Vous êtes jeune, vous êtes fougueux, vous voulez prendre la place de ceux qui sont là avant vous. Oui, d'abord, ça m'a passé, ça, maintenant. Vous savez, avec les années qui passent, on voit plus Vous les avez eu choses de la même 50 manière. ans, vous avez eu 50 ans il y a quelques jours. c'est Non, ça? pas encore, non. Je les aurai le 5 mai. Mais est-ce que vous faites autre chose que de la politique dans votre vie? Ah oui, bien sûr. Du sport, par exemple? Vous en Je fais faites? du sport, bien sûr, mais je fais surtout de la musique. Quoi? Je fais du piano. Ça sera compliqué de venir avec un piano un soir d'élection présidentielle. Ah, je sais rien, mais je joue, moi, de la musique. Vous savez, j'ai créé un festival à Meaux qui s'appelle les Musicales, qui est dédié aux femmes. Je joue tous les ans avec mon groupe, dans la rue. Le Copé Orchestre. Non, ça s'appelle le Melting Pot. Mais être président de l'UMP, c'est aussi être chef d'orchestre. Oui. Et tout le monde ne joue vrai. pas la Non. même note. C'est compliqué pour un chef d'orchestre. En même temps, c'est pas très grave, parce que il peut se trouver que la musique puisse être aussi l'occasion à chacun de faire des moments de solo qui sont jolis. D'accord. Et qui sont aujourd'hui les musiciens qui font beaucoup de solos au sein de l'UMP? Vous avez tous les genres. Vous avez tous les genres. Vous en avez qui le font avec plus ou moins de talent. Vous voulez dire qu'ils jouent de la trompette dans leur coin, c'est Ah, ça? c'est joli, la De trompette. la flûte? Chaque instrument est beau. Ouais. Le problème Fillon, est. par exemple, il et joue le quel instrument problème, c'est de savoir à quel moment on le joue. Non, mais Fillon, il joue quel instrument, par exemple, au sein de l'UMP? Oh, il est silencieux. C'est pas celui qui joue le plus fort, comme vous le savez. Alors, qui joue de la grosse caisse? Guénaud. Guénaud. Henri Guénaud. Il est indiscipliné, lui. Vous ne pouvez pas le Mais mettre ça, sur la moi, mesure. la discipline, c'est pas mon truc. Je suis vraiment de ça. Je pense que c'est très bien que les gens parlent. Non, ce qui est pas bien, c'est quand les gens, parfois, mordent la main de l'autre sans toujours se souvenir que parfois il peut en avoir besoin. Donc, vous pouvez le virer de votre orchestre, Guénaud. Moi, je déteste cette idée. Mais après, c'est des fausses notes. Oui, mais parfois vous avez des gens qui peuvent être fantastiques à certains moments, et puis à d'autres, ils partent en vrille. Donc, il faut C'est qu'ils la changent vie. d'instrument. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un orchestre, mais il y a aussi c'est un cabinet de psychologie de groupe. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut passer un peu de temps avec eux pour les écouter, comprendre leurs problèmes, voir un peu comment bouger. Ça fait un peu paternaliste de dire ça, quand même. Non, comme ah bah, dis Guénaud, donc. comme Fillon, tout ça, non, quand même. Non, la psychologie, c'est pas du paternalisme. La psychologie, c'est Donc, la le clé de problème, voûte du aujourd'hui- système. le problème de l'UMP aujourd'hui, c'est juste un problème de psychologie, c'est ça? Mais c'est la vie tout court qui est un problème de psychologie. Mais vous savez, 95% des problèmes
Ce sont des problèmes qui ont trait à la psychologie de chacun. Comment chacun se positionne, comment il existe, comment il peut faire valoir ses vérités, comment il peut simplement s'épanouir. C'est l'essentiel des problèmes. Vous êtes chef d'orchestre à l'UMP, moi je suis chef d'orchestre au Bondy Blog. Allez. Et je vais vous montrer la conférence de rédaction du Bondy Blog. Je vous demande d'abord de regarder ça, et puis ensuite on réagit et on va les retrouver. Jean-François Copé, qui est président de l'UMP, mais qui est par ailleurs député-maire de Meaux. Vous connaissez, c'est une ville pas très loin d'ici, en Seine-et-Marne. J'ai vu comme quoi il était maire depuis 1995, c'est-à-dire mon année de naissance, j'ai 18 ans. Depuis que je suis née, il est maire. Au vu de toutes les déceptions que donne la gauche donc aux Français, Copé a de bonnes chances de devenir à terme le président de la République. Pour moi, ça paraît impossible d'imaginer Jean-François Copé président, en sachant qu'il est aussi bas dans les sondages. Justement, avant l'élection présidentielle, tu sais, qui a permis à François Hollande de devenir président, personne ne croyait qu'un jour François Hollande deviendrait président. Donc, impossible is nothing. Qu'il soit opportuniste ou pas, je pense qu'il est dans une mauvaise position là, pour viser la présidentielle. Parce que ça a fait beaucoup de dégâts, la guerre civile à l'UMP. Il n'en est pas ressorti clairement grandi. Puis surtout, même s'il est intronisé dans une primaire en 2016, il y a toujours le recours de Sarkozy qui est possible. Et lui, de la primaire, il ne veut surtout pas en entendre parler, quoi. Vous pensez que l'UMP est en ordre de bataille, fait son travail convenablement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est pas un problème de candidat, c'est pas un problème d'idée, c'est surtout un problème de vedette. La vedette, là aujourd'hui, c'est Manuel Valls. Donc là, ça leur pose un problème. C'est même pas idéologique, en fait. Finalement, Hollande, il a fait la plupart des réformes que Sarkozy avait voulu entreprendre, mais qu'il n'avait pas pu entreprendre à l'époque, puisque tout le monde s'y opposait. Aujourd'hui, finalement, quand on regarde le pacte de responsabilité, la sécurisation de l'emploi qui était proposée par Xavier Bertrand à leur ministre du Travail, à part sur les questions sociales, ils n'ont pas grand-chose contre lesquelles s'opposer. On voit aussi avec Guillaume Pelletier derrière qu'il y a une droite moins complexée qu'il y a 10 ans sur certains sujets. Et Copé assume aussi ce côté moins complexé. L'UMP est aujourd'hui le dilemme qui a éclaté après la présidentielle. Et elle est toujours partagée entre cette droite très forte qui veut assumer tout ce qui a été fait pendant la présidentielle, notamment en termes de dérive droitière, et tous ceux qui se disent qu'il faut peut-être plus se recentrer vers le centre et essayer de barrer l'hémorragie des centristes, quoi. Les gens ont été un peu déroutés, ils ne pouvaient pas voter à l'UMP à cause des questions d'islam, d'immigration, des polémiques, etc. Non, parce que je connais des gens qui disent, qui pardonnent ça, à Jean-François Copé notamment et à l'UMP, en disant non, c'est pour, on sait faire la part des choses. Ce discours-là, il est pour attirer les électeurs du FN et c'est une stratégie politique comme une autre. Que pensez-vous aujourd'hui de ce parti politique qui finalement refuse un certain nombre d'avancées de la société française? Moi j'estime que, comme il disait Philippe Séguin, c'est que la gauche et la droite sont deux détaillants qui ont le même grossiste. Et lui parlait de l'Union européenne, mais j'estime que maintenant le clivage gauche-droite, quand on voit la politique d'Hollande, ça se fait que sur la société et les valeurs, plus sur l'économie ou d'autres domaines. Est-ce que le mariage pour tous, c'est tellement une aberration pour Copé que si un jour il devient président, il serait capable de l'annuler? Voilà, Jean-François Copé, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, que l'on va évidemment détricoter au fur et à mesure, parce que nous sommes ensemble pendant pratiquement 50 minutes, mais au moins sur une question du clivage gauche-droite. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une gauche et une droite, ou est-ce qu'on a le sentiment finalement que la gauche et la droite, c'est un peu la même chose, et que tout ça s'oppose à une extrême droite? Alors, c'est passionnant là ce que j'ai entendu, c'est d'un très haut niveau de réflexion. Il y a beaucoup de choses. Alors, votre question, je vais y répondre très simplement. Je crois, moi, profondément au clivage entre la droite française et la gauche française. Je dis bien français parce que la gauche allemande ou britannique n'a rien à voir. Pour moi, cette différence, elle tient à une raison. C'est que depuis 40 ans, la gauche a fondé sa conquête du pouvoir sur une alliance avec l'extrême gauche. Alors que la droite française a toujours refusé d'alliance électorale avec l'extrême droite. Ce point est absolument majeur parce que c'est parce que la gauche française va pour gagner jusqu'à l'extrême gauche qu'elle a les mains liées par l'extrême gauche et qu'elle ne peut absolument... C'est un peu ce que voulait faire Nicolas Sarkozy en 2012 avec l'extrême droite. Mais jamais. Non, ça vraiment. Il n'y a jamais, et ça vraiment je le dis pour que ça soit entendu, jamais eu de débat
Le débat n'a même pas été ouvert. Non, il n'y a peut-être pas eu de débat interne, mais il y a eu quand même des décisions politiques et publiques, des prises de parole, des meetings. Mais non, entre les deux tours, excusez-moi. Attendez, écoutez-moi. Une alliance électorale, ça a un sens. Ça veut dire un accord électoral. Ça veut dire on fusionne des listes au municipal avec le Front National. Oui, mais avant de passer à table, si j'ose dire, on prépare un peu l'opinion. Et je pense qu'on a voulu préparer l'opinion quand même. Je pense que c'est une énorme opération de mystification qui a été menée par la gauche. C'est sans doute de bonne guerre. Mais qui est totalement fausse de bout en bout. Et vous avez devant vous quelqu'un qui a sur ce point été d'une intransigeance totale. On va arrêter ici les petits mots. Vous terminez votre Coca-Cola 0. Non, je vous suis. Et puis ensuite, on ira donc rencontrer les jeunes pour justement aborder tout cela. Très bien, très bien. Voilà. Bondy, Bloc Café. Bondy Bloc Café. Gabriel, garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Bloc Café. Jean-François Copé, merci encore une fois d'être venu ici à Bondy. Je rappelle que vous êtes président de l'UMP et député maire de Meaux. Avant de commencer cette émission, je vous présente tout d'abord les blogueurs. Je commence par la jeune fille, c'est Imani Yousfi qui est là, Badroudine Saïd Abdallah et Mehdi Meklat. Donc ce sont les trois blogueurs qui ont préparé ce Bondy Bloc Café. Avant de démarrer cette émission, je vous propose d'abord de regarder votre portrait qui a été réalisé par Sarah Ichou. Enfin, Jean-François Copé a répondu présent à notre invitation au Bondy Bloc Café. Et je me suis proposé illico pour tirer son portrait. Exaltation, méfiance ou confiance, le président de l'UMP suscite bien des controverses. Je suis allée sur les traces de cet animal politique. Eh bien, le parcours politique de Jean-François Copé, c'est celui d'un homme politique ambitieux, d'un énarque d'abord, qui ensuite est passé par les cabinets ministériels, par l'Assemblée nationale, comme simple député, puis un peu plus tard comme président du groupe. C'est un surdoué, c'est un poids lourd de la politique, c'est l'un des rares qui affiche clairement son ambition, la plus haute, celle d'être un jour président de la République. Alors il a fait de belles études, à Sciences Po, l'ENA, il était professeur à l'université, et dès 31 ans, il se retrouve maire de Meaux, et puis la même année, donc on est en 95, il devient député et il est le Benjamin, le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Et là, il s'oriente vers l'UMP en étant d'abord président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui est un poste très important, très politique. Puis ensuite, il devient secrétaire général, puis en 2012, président de l'UMP. Mais là, ça se fait dans la douleur, dans la contestation. Il est sur une ligne assez droitière. Sa grande expression, sa grande idée, c'est une droite décomplexée, c'est-à-dire une droite qui clairement affiche ses valeurs. Des valeurs d'autorité, des valeurs d'ordre, un positionnement assez marqué à droite, une opposition frontale face à la gauche. Alors évidemment, tout ça, ça ne fait pas le jeu de tout le monde. Les humanistes de l'UMP parfois râlent, les centristes de l'UMP ne sont pas toujours très à l'aise, mais il espère qu'avec cette droite décomplexée, il pourra empêcher la progression du Front National. Il a un gros handicap, c'est sa popularité. Il n'est pas très populaire, il n'est même pas populaire. Il a justement fait sa carrière dans l'UMP, avec l'UMP, comme responsable de l'UMP, et ça souvent, ça donne un peu une image, vous voyez, d'apparatchik, un peu sectaire, etc. Deuxièmement, il y a eu cette compétition pour la présidence de l'UMP qui s'est très mal passée, et donc on lui a reproché d'avoir triché, et donc ça, les gens, quelque part, l'ont retenu. Et puis enfin, troisièmement, il a une image quand même un peu arrogante, un peu cassant. Cela dit, il faut dire que ceux qui y arrivent, et notamment qui deviennent président de la République, c'est pas forcément les plus populaires. Ses ambitions sont très grande. Il ne cachait pas il y a quelque temps que, évidemment, son ambition finale, c'était l'Élysée. Et il pensait même que ça serait jouable en 2017. Entre-temps, on a l'impression qu'évidemment, son horizon s'est retardé. Quoique, si l'occasion se présente, évidemment, il la saisira. Voilà, c'était donc le portrait réalisé par Sarah Ichou. Mehdi. On parle de popularité, Jean-François Copé. Ça doit être dur de ne pas se sentir aimé. Ah, c'est sûr qu'on préférerait avoir des sondages élevés. Ça, je connais personne qui vous dira le contraire. Et puis on vit avec. On se dit, écoute, en même temps, on ne va pas être démago, dire des choses auxquelles on ne croit pas pour simplement aller flirter avec de bons sondages. Moi, je fais le pari de la durée, qu'au bout d'un certain nombre d'années, les gens verront que ce que j'ai voulu proposer... À l'usure, c'est ça? Ah non, je n'irai pas à l'usure, à la constance. Et vous, Jean-François Copé... À la fidélité, disons, à ce qu'on est, quoi. Jean-François Copé, est-ce que vous faites partie des 62% de sympathisants UMP qui veulent Nicolas Sarkozy en 2017?
Ou bien vous faites partie des 5% qui veulent Jean-François Copé en 2017? Là, vous êtes cruel, parce que moi, je me mets quand même dans les 5%, je vous assure, même si je suis... Il faut quelqu'un. Il faut bien quelqu'un, donc je me suis dévoué quand même. Je me suis dévoué. Oui, enfin vous, vos enfants, votre femme... Voilà, ça fait 5. C'est étonnant, parce que quand on parle avec des militants UMP, il y a une chose qui... Enfin, vous êtes quand même président du premier parti d'opposition de France, et ce qui revient assez constamment, c'est la déception, et notamment sur votre personne, et notamment sur ce qui s'est passé entre vous et François Fillon lors de l'élection. Non, mais l'histoire de l'année dernière a été terrible. Mais on a envie de revenir à la psychologie. On en parlait tout à l'heure. C'est un psychodrame. On est au lendemain d'une défaite. Vous savez, la droite, en plus, la droite française, elle est dédiée à gouverner. Donc quand elle ne gouverne pas, elle est KO. Bon, on est au lendemain de la défaite. Arrive cette bataille électorale où ceux qui soutenaient François Fillon, comme François Fillon lui-même, étaient sûrs de gagner. Ils pensaient faire 90% des voix. Bon. C'était votre cas aussi. Ah oui, mais sauf que moi, j'avais vraiment aucun sondage. Parce que mais les sondages étaient faux, ils ne marchaient pas, puisqu'ils ne portaient pas sur les militants, ils portaient sur tous les gens de droite, qui spontanément votaient plutôt pour un ancien Premier ministre. Mais finalement, vous la comprenez, cette déception? Et juste simplement pour finir là-dessus, je fais une campagne vraiment de folie, partout, je n'ai pas arrêté. Et je l'emporte, d'un chouïa, mais je l'emporte. Et rentre alors une espèce de tension épouvantable, avec des attaques qui ont été affreuses. Et moi, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Je me dis, si je veux que ça s'arrête, si je veux qu'on arrive à sauver l'UMP d'un espèce d'éclatement hystérique, je me tais. Je ne me défends pas sur les attaques ignobles dont j'ai été l'objet de triche et autres. Je rabiboche. Et toute l'année 2013, j'ai fait que réconcilier tout le monde. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on repart d'un nouveau pied. Vous voyez? Et donc, maintenant, on rentre dans une nouvelle phase. Moi, je dis une chose. L'UMP de 2014 n'a plus rien à voir avec celle de 2012. Est-ce que vous pensez que l'UMP a réussi à se relever par rapport à ce qu'elle a vécu il y a un an et demi? Et je vais vous dire une chose. On a un test. Peut-être l'UMP, mais pas vous, finalement, parce que vous êtes toujours aussi bas. Attendez, les municipales, ça va être un très bon test sur l'UMP déjà. On va, parce que tout le monde dit, ouais, l'UMP, ils en profitent pas, mais là, etc. ça sert à rien d'en parler, parce que les municipales, c'est dans un mois, donc... ne dites pas ça, c'est parce que c'est dans 2 mois qu'il faut en parler, justement. Ça va être un test très intéressant. C'est la première fois que les Français vont voter depuis que Hollande est élu. On n'a pas de boule de cristal, là, pour l'instant, donc on ne peut pas savoir mais si vous allez vraiment l'emporter. à la question, est-ce que vous pensez que l'UMP s'est relevé ou pas, ce test-là sera très intéressant. Alors après, vous dites-moi, Jean-François Copé, est-ce que ce test-là peut être aussi valable pour votre popularité en interne? Alors, c'est la deuxième question. Je pense une chose. Moi, dans cette affaire-là, j'anime le premier parti d'opposition. Je le préside. On verra bien ce qu'il en sera de ma cote de popularité au fil des mois et des années qui viennent. Il y a une chose qui est sûre. Je défends une ligne. Je fais pas. Moi, je suis assez différent de François Hollande pour ça. François Hollande, c'est quelqu'un qui est un fanat de la synthèse. C'est-à-dire que pour lui, ce qui compte, c'est pas l'idée... Sur le curseur, elle est où votre ligne sur le curseur? Alors justement... Laissons François Hollande, on y arrive tout doucement. On y arrive tout doucement sur lui, ne vous inquiétez pas. Vous l'aimez beaucoup, apparemment. Oui. Vous en parlez souvent. Non, là, exagérons pas. C'est pas parce qu'on parle de quelqu'un que c'est de l'amour. Hein. C'est une obsession. Bah non, mais c'est une référence quand même. Il est président de la République, il est président de notre pays quand même. Ouais. On ne l'a pas tout de suite reconnu comme tel, à l'UMP. On n'a pas reconnu finalement si on l'a reconnu, mais sa capacité à gouverner ce pays. Voilà. Ah bah ça, honnêtement, même encore aujourd'hui, je vous assure, on peut avoir quand même des... Bon. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Il n'est pas là pour se défendre. Ah ben non, mais dites, attendez, personne conteste sa légitimité. Voilà. Est-ce que vous contestez la conférence que vous avez donnée en juillet 2013 au Congo 1 000 € par minute, vous êtes resté 30 minutes, ça fait 30 000 €. Est-ce que vous contestez ça? Je ne suis pas resté 20 minutes, je suis resté 2 jours. Non. Conférence de 30 minutes, invité par Euro-RSCG, ça vous dit quelque chose? Mais bien sûr, vous me le dites avec un ton comme ça, on se croirait, c'est pas parce qu'il y a un projecteur, ça va, détendez-vous, ça va bien se passer. Je vais très bien. Donc, oui, j'ai été convié comme un certain nombre de personnalités, il n'y en a pas beaucoup, qui, on va dire peut-être par la connaissance, la compétence, l'expérience qu'ils ont, qui sont sollicités pour faire des conférences. Bon, il y en a quelques-uns, Michel Rocard, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, François Fillon. Il m'arrive d'être convié, d'en faire, et parfois d'être rémunéré pour cela, comme un certain nombre d'autres personnalités. Il y avait 5 chefs d'État qui étaient présents à cette conférence. J'ai donc été convié, invité, et j'ai donc été... Donc il n'y a pas de problème, ni de morale, ni de... Où est la morale là-dedans? Ah bah, sauf parce qu'on interdise aux gens d'être rémunérés, mais il faut qu'on explique. Dans un pays comme le Congo. C'est un travail quand même que j'ai fait. J'ai fait une conférence, c'est pas 30 minutes, je suis resté 2 jours, j'ai participé à la totalité des travaux, donc oui, voilà. Mais Jean-François Copé, est-ce que c'est pas finalement cet amour de l'argent qui peut-être plombe votre popularité aujourd'hui dans la société française? Attendez, là on se trompe. Non, attendez, il n'y a pas d'amour ou pas d'amour. Je gagne ma vie, je suis père de famille, il est normal que comme n'importe quelle personne... C'est l'image de vous.
C'est pas seulement une image, c'est aussi des propos que vous avez tenus en disant que vous ne teniez pas à être parmi les minables qui gagneraient moins de 5 000 euros par mois. Oui, vous avez raison. Cette phrase m'a été attribuée de manière absolument scandaleuse. Je n'ai évidemment jamais prononcé une phrase. Mais comment vous n'avez jamais attaqué les journalistes qui avaient sorti ces propos? C'est contesté, mais s'il faut qu'à chaque fois que quelqu'un dit une abomination sur tel ou tel d'entre nous, on les attaque en justice, ben, attendez, c'est un plein temps. Alors, Jean-François Copé, effectivement, moi j'avais oublié ça. Je me souviens de cette histoire, mais ce livre d'ailleurs, il y avait plein de choses qui étaient fausses pour plein d'autres hommes politiques. Vous savez, vous avez des journalistes qui font commerce aussi de tout cela. Vous savez, vous avez tout de suite abordé François Hollande tout à l'heure, puisque je sens que vous avez envie de parler donc du président de la République. Je vous propose tout d'abord de regarder un extrait de la conférence de rédaction du Bondi Blog concernant cette fameuse conférence de presse qui a été tenue il y a quelques semaines, et ensuite on réagira. Hollande, déjà, pour moi, c'est le Chirac de gauche. Quand on me dit que Hollande est social-démocrate, ça me fait bien rire parce que Jospin, il était quoi? Au-delà de Jospin, même Mitterrand, quand il a fait ses vagues de privatisation massive, quoi, enrichi les Dassault et les tapis, c'est pas trop socialiste, quoi, c'est la même chose. Donc là, ouais, il est social-démocrate, mais il fallait pas nous dire que l'ennemi c'était la finance alors. Il y avait une interview de Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui se vantait d'avoir servi sur un plateau le pacte de responsabilité à Hollande. Et quand on regarde aussi le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi, une hausse de la TVA, de plus en plus de personnes touchées par l'impôt sur le revenu en abaissant les tranches, il n'y a plus rien de socialiste. Hollande, il est plutôt social-libéral. La social-démocratie, si on regarde bien ce que c'est des négociations, des compromis. Là, ce qu'on voit, c'est cadeau au patronat, CICE, et c'est même pas le patronat, c'est le MEDEF. Iman Yousfi. Monsieur Copé, qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez les journalistes ou d'autres politiques dire que François Hollande pique les idées finalement de Nicolas Sarkozy? Non, c'est pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Je suis en désaccord avec cette analyse. Je pense qu'il n'est pas du tout libéral. Je pense qu'en réalité, il n'a pas de ligne. Tout simplement, cette ligne, qu'est-ce qu'il fait depuis 20 mois? Vous savez, c'est les faits qui comptent. C'est pas les paroles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait depuis 20 mois quand vous faites le bilan? Eh bien, écoutez, il a fait des augmentations massives d'impôts. Et il a fait des augmentations de dépenses publiques. Moyennant quoi, il n'y a rien qui libère les gens qui ont envie de bosser. Il n'y a aucune réglementation en moins, il y a des réglementations en plus. Et c'est pour ça que le pays est paralysé aujourd'hui. Justement, à ce sujet, il y a quelque chose que vous contestez largement au niveau de l'emploi dans la politique de François Hollande. Oui. Vous n'avez pas l'air très favorable par rapport aux contrats aidés, aux emplois aidés. Vous dites que c'est aux entreprises de créer de l'emploi. Oui. Dans ce cas-là, comment on peut inciter les entreprises à créer de l'emploi? Mais qu'est-ce qui fait? On va se mettre du côté de l'entrepreneur. Vous êtes employeur. Qu'est-ce qui peut vous donner envie d'embaucher des gens? Premièrement, d'avoir du boulot à leur donner, donc avoir des commandes. Deuxièmement, de pouvoir produire de manière suffisamment compétitive pour pouvoir créer de l'activité. Et comment l'État peut les aider, troisièmement, j'ai pas fini. Et troisièmement, que vous n'ayez pas des réglementations toute la journée qui viennent vous empêcher de faire. Bon, 35 heures, on ne peut pas travailler le dimanche, des contraintes absolument énormes à l'embauche et au licenciement en cas de problème. À la fin, vous dites, mais je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. Et on vous dit, en Angleterre, vous pouvez y aller tant que vous voulez. Il y a des règles, il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas. Quelle solution, Jean-François Copé? Quelle solution? Mais je vais vous dire, c'est très simple. C'est de dire aux entrepreneurs de France et de dire aux salariés, les deux, maintenant, à vous de jouer, on vous donne la liberté de faire. Pourquoi on ne l'a pas fait, ça, entre 2007 et 2012? Discours-là, on l'a déjà depuis 30 ans. On a le discours, mais on n'a pas les actes. Avec Raymond Barre, avec Jacques Chirac, écoutez, avec là où je vous donne raison, c'est que non, nous, on a eu ce discours, mais malheureusement, on n'a pas toujours fait autant qu'on aurait dû. Mais sur les 35 heures, par exemple, vous auriez pu, vous aviez 10 ans vous avez 2 quinquennats. Oui. Et ça n'a pas été fait. Pourquoi? Donc parce qu'on n'y croit pas, peut-être. Non. Et parce qu'à un moment, François Fillon, il avait dit qu'il avait reconnu que les 35 heures avaient créé des emplois. Non, si, il l'avait reconnu. Dans un moment d'égarement. Écoutez, non, mais dans un moment d'égarement. Mais comment peut-on imaginer? Excusez-moi, mais comment vous pouvez imaginer encore aujourd'hui qu'en empêchant les gens de travailler plus, ça crée de l'emploi? C'est absurde. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que sur les 35 heures, la main a tremblé. On a eu peur. On s'est dit, ça va faire des grèves, des manifs, on va bricoler. Et donc, on a détaxé les heures supplémentaires. Mais quand vous détaxez les heures supplémentaires, ça coûte aux contribuables. Donc, vous payez, le contribuable paye pour qu'on travaille moins, ce qui compense les charges, et pour qu'on travaille plus, avec les heures sup. Je vous écoute, Jean-François Copé. Finalement, la France est assez austère en ce moment. Quand on écoute... Elle est morose, surtout. Assez morose, oui, on est d'accord. Ouais. Quand on vous écoute, quand on écoute aussi François Hollande, on se dit, quelle solution? Moi, j'ai envie de vous poser une question très simple. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va bien?
les gens individuellement, pour beaucoup d'entre eux, ils arrivent à s'en sortir quand ils sortent des sentiers battus. Moi, je suis très frappé, par exemple, de voir que dans les quartiers, j'en parle vraiment en connaissance de cause, à travers ce que je vois à Meaux, quand vous avez un certain nombre de gens, habitants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qui lancent des initiatives, ça peut être des réussites. Pas toujours soutenues. Justement, j'allais vous dire, et qu'elles sont soutenues, parce qu'il y a des partenariats qui se font dans l'anonymat complet, ça passe jamais aux 20h, ça je vous mets à l'aise. Vous avez des réussites extraordinaires, et qui fait des gens qui s'épanouissent, qui sont heureux. C'est vrai dans les quartiers, c'est vrai dans toute une série de secteurs, les nouvelles technologies, dans certaines filières industrielles, où des gens fantastiques font un travail qui est réussi et qui n'est pas reconnu. Quelle est l'idée importante aujourd'hui de l'UMP pour changer la société française? Parce qu'au moins la gauche avait les 35 heures, avait les emplois jeunes, enfin, il y avait un certain nombre de choses, on peut contester, mais la droite aujourd'hui, quelle est son logiciel? Moi je vais vous dire, c'est l'idée qu'on redonne confiance dans cette société. Mais c'est simple de dire ça, Jean-François Copé. Oui, c'est de dire aux gens, on croit en vous. Chaque Français est important. Ça peut paraître blabla tout de suite. Enfin, excusez-moi, mais c'est pas très blabla. Parce que si ne pas être blabla, c'est avoir la bonne idée de gauche qui va vous dire, allez, on vous rajoute des subventions, on vous rajoute des aides, on vous rajoute des... Et de dire tout va bien, ayez confiance en vous, c'est quelque chose... Parlons de la droite, Jean-François Copé, laissons la gauche de côté, parlons de la droite. Alors, acceptez de rentrer une seconde dans mon idée, allez de la casser tout de suite. Non mais c'est très français ça, très français. Vous avez une idée nouvelle, boum, on vous la frappe d'abord, après on discute. Pas du tout, on discute. Attendez, laissez-moi juste finir cette idée. J'ai même pas pu la finir. Qu'est-ce que c'est l'idée de dire on fait confiance aux gens? Ça veut dire qu'on vous dégage la voie. Vous avez envie de faire quelque chose, et ben moi je vais vous dégager la voie en tant que politique. C'est-à-dire, je vais baisser les réglementations qui vous empêchent de faire, je vais supprimer les contrôles, je vais baisser les charges. Pourquoi vous l'avez pas fait en 10 ans? Non mais c'est déjà une autre question ça. Oui mais c'est une vraie question que je me pose. Ça c'est une question, c'est limite urgent Jean-François Copé. Non mais je veux bien enfin urgent, attendez ça va, on fait ça tranquillement. Non mais 10 ans, c'est bon. C'est beaucoup. Non mais écoutez-moi. Vous ressentez l'urgence là, vous oui, ressentez l'urgence. Oui, un peu plus, non, c'est bien d'ailleurs. Là je peux pas là. Non mais c'est bien, en plus vous le jouez bien. Non mais je joue pas. On ne joue pas vraiment, personne ne joue ici, croyez-moi. Alors écoutez-moi. Croyez-moi. Me resservez pas les 10 ans à chaque fois parce que ça sert à rien, c'est fait, le lait est renversé. C'est vrai, par exemple. Mais j'ai répondu. On va parler d'avenir. Il y a eu... Non mais attendez. On va parler d'avenir. On se solde, parce que sinon je sens qu'ils vont être frustrés. On va se solder ces 10 ans là. Alors vous terminez puis on passe à autre chose. Oui, on l'a pas fait. Bon, sauf que on a été battu, d'accord? Et on a été battu sur le thème suivant. Vous allez voir, maintenant tout va être merveilleux. 2 ans après, on n'a jamais vu un tel effondrement. Donc, je considère que l'UMP est donc désormais en situation de pouvoir dire, allez, maintenant on a eu 2 ans de deuil. Eh ben, on propose un autre chemin. Et c'est celui que je vous propose. Eh ben, c'est celui qu'on va aborder tout de suite, juste après l'édito de Idir Hosseini, qui justement s'intéresse à la question de l'UMP, notamment de sa base et de son logiciel, si j'ose dire, idéologique. Avant, voter en banlieue, c'était simple. On regardait les affiches, et celle avec le plus de rouge dessus avait notre voix. Puis en 2007, l'UMP de Sarkozy est arrivée. On a eu droit à un super show. Avec une baguette, elle nous montrait ses futurs ministres, enfants comme nous de l'immigration. Avec une autre, c'était l'insécurité qu'elle pointait du bout du bois, avec promesse de la détruire. À l'aide des deux, elle a bouffé nos voix comme des sushis. 2 baguettes magiques qui ont permis à l'UMP de gober les votes de l'extrême droite et celles des déçus de la gauche. 5 années de pouvoir en passé quand l'UMP retente un coup de Jarnac en 2012. Cette fois-ci, le parti casse la baguette d'Harry Potter pour ne garder que celle de Voldemort. Fini le plan Marshall pour les banlieues. Tout est fait, tout est dit pour émoustiller l'électorat du Front National. Le slogan pour commencer, la Gaule forte, avec au fond derrière un bel océan, comme une invite à voguer ensemble sur des eaux couleur bleu marine. L'islam, le voile, la viande halal et les goûters du 4 heures deviennent une obsession qui tourne à l'obscène. Résultat de cette politique buissonnière, un président de gauche est élu, une première en France depuis 24 ans. Monsieur 2012, Nicolas Sarkozy assume son échec et laisse l'UMP sans chef. Et pour être calife à la place du calife, les pontes ont sorti des surins. Ils ont fait dans le sale, on se serait cru en prison, calomnie, fraude, suite et compagnie. Après tout, on pouvait pas demander à Jean-François Copé et François Fillon d'être meilleurs que les fils de Charlemagne. Quand le lion est mort, les chacals se disputent l'Empire. La guerre civile façon UMP s'est terminée par un ex-aequo à la Pyrrhus. Jean-François Copé a la couronne de président, mais pour ça, il a dû partager la fève avec son ennemi d'hier. Du coup, tous les postes ont été doublés. 200 cadres, ce n'est plus un parti, c'est une armée mexicaine. Reste un espoir pour l'UMP, une primaire en 2016.
au terme de laquelle un chef, un vrai, incontesté et tout-puissant, tentera de mener le parti à la victoire présidentielle. L'UMP apprend la démocratie, nous dit Copé, un peu comme la Tunisie, sauf que Ben Ali, lui, n'a aucune chance de revenir. Voilà, c'était donc un édito au vitriol Didier Husseini. Vous qui tenez l'UMP, Jean-François Copé, moi je trouve ça cocasse d'entendre Jean-Claude Gaudin, qui se représente pour être maire de Marseille, et qui dit à 73 ans « Je suis la force du changement ». Pourquoi ça bloque autant à l'UMP, notamment, mais aussi, comme dans tous les autres partis politiques, pour céder les places, pour rajeunir un peu le personnel politique? Vous avez raison, et en même temps, il y a des endroits où ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a lancé dans des dizaines et des centaines de villes une nouvelle génération. Vous allez la voir dans un mois arriver. Dans 2 mois, elle va être élue. Et vous allez voir que vous avez des têtes nouvelles partout. Vous n'avez pas voulu faire un mot. Le nombre de jeunes candidats et candidates dont vous ignorez tout aujourd'hui et qui seront la génération UMP demain, j'y ai veillé personnellement. Dans toutes les villes. Donc ne vous inquiétez pas, il y en aura. Il y en aura de plus en plus. Est-ce que cette nouvelle génération, elle porte des nouvelles idées dans la façon de vivre la politique? Par exemple, est-ce que vous, par exemple, vous avez pensé à empêcher un élu qui a été condamné par la justice de se représenter ou de rentrer dans votre parti? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis pour appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi. Mais lorsque l'on a choisi de s'engager en politique, bien sûr, il y a une éthique, ça va de soi, et il faut faire attention à tout ça. Quand on propose une loi justement pour moderniser l'action publique et politique avec le non-cumul, à la fois des mandats mais aussi dans le temps, les parlementaires UMP ne votent pas. Écoutez, moi je l'assume, je trouve que c'est absurde d'interdire à un député d'être maire. Je vous le dis, pourquoi? Il ne s'agit pas de cumuler 36 mandats. Et concernant la parité, par exemple, l'UMP n'est pas très exemplaire. Vous avez raison, mais c'est pas la même chose. Prenons chaque point. Parce qu'après, on caricature et on dit, voyez, vous n'êtes pas pour, alors vous n'êtes pas moderne. Moi, je suis profondément moderne sur toute une série de sujets. Mais il y en a d'autres, je ne vais pas être démago. Vous ne voulez pas négocier, quoi. Le cumul des mandats, vous êtes... Mais ne dites pas ça. Mais non, mais écoutez-moi, être maire d'une très grande ville, je dis n'importe quoi, 500 000, 700 000 habitants et député, c'est vrai que c'est lourd. C'est vrai que ça peut être supprimé. Mais être maire de Meaux, 50 000 habitants et député, ça permet, quand vous êtes député à l'Assemblée, de raconter la vraie vie. Parce que d'autres gens peuvent raconter aussi la vraie vie à l'Assemblée. Sauf que quand vous êtes maire, et là, pardon d'avoir cette expérience que vous n'avez pas, les gens viennent vous raconter des choses qui mais un député aussi tient des permanences. Il tient des permanences, je vous assure. Vous avez vraiment le temps entre votre emploi de maire, votre emploi de député, la présidence de l'UMP? La meilleure preuve, vous savez, c'est que si ça n'était pas le cas, les administrés, ils m'auraient jeté depuis longtemps. Alors on va parler justement des municipales 2014, parce qu'on n'a pas abordé la vraie question du logiciel de l'UMP. Moi j'attends l'idée ou deux qui pourrait être une idée force pour les 10 années à venir, mais je voudrais d'abord vous faire regarder cette pastille donc, du Bondi Bloc Café, et puis ensuite on réagira notamment sur votre projet concernant cette municipale 2014. Il y a aussi un autre blocage, en fait, c'est le cumul des mandats. Tu as beaucoup d'élus qui sont députés maires ou qui cumulent depuis je ne sais combien d'années le mandat de maire dans la même ville. Donc finalement, ça ne donne pas forcément envie aux autres de se présenter. Et quel signal il envoie finalement à la jeunesse? Qu'il y a une professionnalisation de la vie politique. Et alors que le poste de maire, c'est le premier élu qui rencontre ses citoyens, on voit qu'il y a des gens qui sont pros de la politique, qui sont parachutés, qui y arrivent. Chez les jeunes, il y a une sorte de dégoût de la politique, mais je trouve qu'il y a surtout une incompréhension de la politique. Entre la droite décomplexée, la droite centriste, la gauche qui déçoit, on ne sait plus trop où on en est, en fait, où voter, donc du coup, on s'abstient. Badro. Jean-François Copé, comme vous l'entendez, il y a encore quelque chose qui bloque un peu dans notre société. On se sent de moins en moins entendu, surtout par les hommes politiques qui sont censés nous représenter. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous comptez faire pour changer ça? Et je pense que on mélange deux choses. On mélange le fait d'exercer une fonction politique et d'être entendu. Bon, exercer, parce que je voyais dans votre reportage, on dit oui, mais il ne laisse pas les places. C'est pas exact. Simplement, on ne s'improvise pas maire. Il faut du temps. Il faut passer du temps avec les gens. Il faut que les gens votent pour vous. Comment vous avez fait en étant si jeune? Comment j'ai fait? Mais je vais vous dire. J'ai commencé pendant 3 ans, tous les jours, en étant à Meaux, à faire du porte-à-porte. À voir les gens chez eux, à faire des réunions d'appartements, dans l'indifférence générale. Personne ne croyait en moi. Il y avait un maire installé qui disait, qui ne voyait plus personne. Et les gens, ils se sont dit, non mais attendez, on a un jeune là qui a envie de se battre pour nous. Et donc c'est comme ça qu'au bout de 3 ans, pas 1 mois, 1 semaine, je n'ai pas été parachuté. Pendant 3 ans, à force de voir ça, ils se sont dit, ben, ce gars-là,
peut-être qu'il va nous apporter de l'espérance. À moi, C'est ce que fait le jeune de 22 ans, là, contre vous. Oui, mais écoutez, on verra ce que ça donne. La seule différence, si vous voulez, c'est que moi, une fois élu, j'ai jamais arrêté. C'est que je continue à faire du porte-à-porte, à voir les gens. On parle beaucoup de NKM et sa campagne à Paris. Oui, ça n'a rien à voir, ça, c'est encore autre chose. Non, mais allez-y. Là, on est dans la politique. J'ai compris, là, on est sur le dur. Allez-y. Donc, on parle beaucoup de NKM en ce moment, de sa campagne. Certains la jugent catastrophique parce que... c'est gentil. Je sais, ça ne doit pas être simple à entendre. Non, mais oui. Mais pourtant, vous avez lu de nombreux articles. Vous, quel regard vous portez là-dessus, sur cette campagne? Écoutez, moi, il n'y a qu'une seule chose qui compte pour moi, c'est le résultat. Elle se bat avec un courage dingue, elle a tout le monde contre elle. Tout est organisé pour expliquer qu'elle a tous les défauts. Et moi, je vous assure, je fais tout ce que je peux avec Vous avez toujours été pour elle, toujours? Bah, bien sûr. Toujours? Bah, évidemment. Malgré Charles Becbédé? Mais non, mais c'est différent. Charles, typiquement, c'est un entrepreneur qui a réussi, et qui... Non, mais répondez à ma question. Répondez juste à ma question. Je vous réponds. Et qui est venu me dire, il y a 3 ans, je veux m'engager en politique à l'UMP. Mais j'ai dit, au contraire, on a besoin de gens comme toi. Bon, malheureusement... Mais ça marche jamais, en fait. Si, heureusement, ça marche. Mais là, malheureusement... Il y a eu un misfit terrible. Il aurait dû être dans le 12e. Ça, c'est pas fait. Nathalie et lui ne se sont pas entendus. Et maintenant, il fait une liste qui est dramatique parce que franchement, tout le monde devrait être rassemblé. Bon, mais ça s'appelle un loupé. Voilà. Et pour rester dans les municipales, en fait, à Pau, excusez-moi, vous soutenez Bayrou, vous ne le soutenez pas? Non. Alors, vos propos ont été mal interprétés. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Pau? Non, ce qui s'est passé à Pau. Nous, on avait un candidat. Moi, je n'ai pas voulu soutenir Bayrou parce que j'ai considéré qu'il avait appelé à voter François Hollande. Et donc, il a contribué à la victoire de François Hollande. Donc ça, moi, j'aime les choix clairs. Moi, j'aime les choix clairs. François Fillon, Alain Juppé ont appelé à voter, à soutenir François Bayrou. Je leur ai dit, mais on ne peut pas faire ça. Bon. Et puis, ils ont tellement appelé notre candidat UMP qu'il a craqué. Et un jour, il m'a téléphoné. Il m'a dit, écoute, j'y vais pas, je vais aller avec Bayrou. Donc je me suis retrouvé devant le fait accompli. Non, quand vous président, vous n'êtes pas là pour trancher justement et pour dire les choses clairement. Quand votre candidat vous dit je jette l'éponge, ça fait partie de la vie. Et donc quand vous êtes le président de votre parti et que vous avez un des vôtres qui craque, qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'accabler? Moi je ne fais pas ça. Donc je l'ai couvert. Je dis bah écoute très bien. Vis-à-vis de François Bayrou, est-ce que c'est un problème politique ou un problème personnel? Oh, pas personnel. Moi je respecte les personnes, mais c'est un problème politique, oui. Voilà. L'UMP est plus proche du MoDem ou du Front National? Sur le curseur? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question pour une raison très simple. Je suis totalement contre le Front National. Je l'ai toujours été. Il n'y aura jamais d'alliance. On l'a dit tout à l'heure. C'est réglé, ça. Je serai intransigeant là-dessus. Mais Vous reprenez par exemple des idées que Jean-Marie Le Pen ou que Bruno Gollnisch revendiquaient depuis déjà 30 ans. Comme par exemple la réforme du droit du sol, la réforme de l'espace Schengen. Au Conseil national de l'UMP, ça a été évoqué. Excusez-moi, j'ai posé une question. Mais quelle est votre position là-dessus? Je vous la donne. Attendez, je suis profondément attaché au droit du sol, mais je pose une question. Quand on est issu de parents illégaux, pas légaux, illégaux, en France, est-ce qu'on a le droit à l'automaticité? C'est pas la même chose que d'être issu de parents immigrés légaux. Moi, il n'y a pas de débat pour celui qui est issu de parents immigrés légaux en France. Peut-être aussi pour la fin des régularisations des sans-papiers. Bah oui. Mais est-ce que vous pensez au problème que ça peut entraîner? C'est une évidence en fait. Est-ce que vous pensez alors, ça veut dire que donc il y aurait donc donc on a repris les idées de Jean-Marie Le Pen. Mais pas du tout. Mais arrêtez avec les idées de Jean-Marie Le Pen. Ça n'a rien à voir avec les idées de Jean-Marie Le Pen. C'est mes idées. Mais juste pour terminer, par ailleurs, ils ont des droits, car la France est généreuse et on ne le dit pas assez. Celui qui est en situation illégale, tant que sa situation n'est pas réglée, il a le droit à la scolarisation gratuite. Il a le droit au logement. Il a la prise en charge complète de ses soins médicaux à 100%. Bon, c'est le pays, la France, le plus généreux en Europe. Oui, enfin, non, les Allemands ont régularisé des centaines et des centaines. L'Espagne a régularisé beaucoup plus que la France. Mais il n'y a pas de couverture maladie à 100%, ni de scolarisation gratuite, ni de droit au logement en Espagne, excusez-moi, ou en Allemagne, ou alors on n'a pas lu les mêmes documents. Bon, donc c'est de cela dont je parle. Je vous dis juste une chose. Mon but dans la vie, c'est quoi pour mon pays? C'est que l'on réussisse le parcours de ceux qui viennent immigrer en France.
que l'on réussisse. Pour qu'on le réussisse, il faut qu'on l'organise. Et ça ne peut pas être organisé par des filières mafieuses. Ça doit être organisé tous les ans, de telle manière qu'on dise, voilà, nous avons besoin d'un certain nombre de métiers, d'un certain nombre de profils, de tous les genres, qualifiés, non qualifiés, dans tel et tel domaine. Voilà les gens que nous voulons accueillir. Nous en occupons et nous leur disons, voilà monsieur, voilà madame, vous venez en France, vous allez apprendre des cours de français, vous allez adhérer aux valeurs de la France, vous allez réussir votre parcours. Et là, c'est une autre histoire. Et là, ça devient du positif. Et le Français, à ce moment-là, au lieu d'avoir ce regard négatif, inquiet sur l'immigration, aura un regard positif. Ça, c'est courageux. Jean-François Copé, ça n'a plus rien à voir avec la démagogie qu'on entend toute la journée. Je pense que c'est un sujet qui doit se traiter au niveau européen. C'est pour ça qu'on va aborder la question. Mais aussi au niveau français. On va justement aborder la question des européennes, puisque vous le savez. Donc après les élections municipales, il y aura les européennes, donc le 25 mai prochain. Et Charlotte Cosset est partie au lycée Jean Renoir de Bondy pour faire un reportage à l'occasion d'une visite de Claude Barthelone et de Martin Schulz il y a quelques semaines ici à Bondy. Nous sommes au lycée Jean Renoir de Bondy où se tient un débat entre les jeunes lycéens de Seine-Saint-Denis, Martin Schulz, le président du Parlement européen, et Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes allés à la rencontre des futurs électeurs. Tous les mois, on a ce rendez-vous avec ces jeunes et on les prépare à ces auditions pour faire réveiller chez eux une citoyenneté européenne parce que c'est pas toujours évident. Alors comment se sentir européen? Qu'est-ce qu'être citoyen européen, tout simplement? Et quelle est l'identité européenne? Nous avons un choix entre purement l'identité nationale, le repli sur soi-même en disant la France d'abord, tous les autres on s'en fout. Dans la compétition mondiale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, aucun pays seul européen peut survivre. Il faut que les nations en Europe travaillent ensemble. Regardez cette salle. L'on voit bien qu'on est rentré dans un nouveau monde. Regardons-nous les uns les autres, nos couleurs. Voyez le pays d'origine des différents parents de ce département de la Seine-Saint-Denis. Moi, j'insiste beaucoup. Quelquefois, on me dit que je parle de trop de la Seine-Saint-Denis. Mais c'est certainement un des départements qui est en train d'inventer le nouveau monde. Vous vous sentez européenne? Pas vraiment. Je ne me sens pas vraiment européenne parce que je ne suis pas née ici. L'identité européenne, elle se construit, certes pour une lutte, réinstaller une espérance, mais il faut qu'il y ait un amour, il faut que je la construise, cette identité européenne, et jusqu'alors, je ne l'ai pas. On n'est pas vraiment conscient des réformes qui sont prises et comment ça impacte sur nos vies. Puis surtout, on n'a pas une bonne compréhension vraiment du fonctionnement de l'Union européenne. Je pense que si on fait un micro-trottoir dans la rue, qu'on demande à des gens de nommer des commissaires européens ou des parlementaires européens, ils seront bien incapables de le faire. Donc il y a une désincarnation quelque part de l'Europe et un manque d'appropriation de la question européenne pour les gens qui sont pourtant ses représentants en France. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Vous vous sentez européenne? Non, j'aimerais vous dire que oui, malheureusement peut-être pas assez. Je me sens d'abord française et je pense qu'on est dans une âge où on a encore en quête d'identité. Et aujourd'hui en tant que française, je suis encore divisée par justement ma double culture par rapport à mes origines. Sentir européenne, c'est quelque chose que j'ai pas encore acquis. Même si on a des différences, en fait on a tous les mêmes problèmes et que on peut trouver des solutions ensemble et il faut trouver des solutions ensemble, c'est même le meilleur moyen. Visiblement, le sentiment européen n'est pas très développé chez ses futurs électeurs. De nombreuses raisons viennent expliquer cette méfiance, ce désintérêt. Et qu'en pensent nos dirigeants politiques ? Mais il y a de plus en plus de gens qui ont du mal d'identifier cette idée incontestée avec l'Union européenne comme elle est. Donc il faut réformer considérablement l'Union européenne. Nous avons 700 milliards pour sauver des banques. Combien nous avons pour sauver les jeunes ? En étant ici à Bondy ce matin, je veux participer à rendre ce vote clair et utile. S'ils se rendent compte qu'il y a deux manières de faire l'Europe, de droite, de gauche et les autres, eh bien, ils pourront se dire, voilà, je fais un choix. Nos dirigeants politiques sont conscients du problème et de la place laissée au FN grâce à ce vivier d'électeurs abstentionnistes. Et vous, monsieur Copé, qu'en pensez-vous ? Voilà, c'était un reportage de Charlotte Cosset. Avant de répondre à la question de Charlotte, d'abord, Imen. Monsieur Copé, comment on peut aider ces jeunes à se sentir européens, quand même l'État français, que ce soit les politiques ou les médias, ne les considèrent même pas comme des Français à part entière? Non, mais il est très bien ce reportage, vous avez tout dit. Hein. Vraiment, moi je pense que c'est vraiment notre sujet à tous. Comment est-ce qu'on peut réussir à construire une identité européenne? Alors, il y a l'histoire. C'est vrai que quand on connaît l'histoire de ce continent, dès lors qu'on y habite, même si on n'y est pas né, pour reprendre la formule de l'une de celles qui était interrogée, on est de fait marqué par l'histoire de ce continent où il y a eu tellement de tragédies et de barbarie.
Deuxièmement, il faut qu'on garantisse la paix. Puis troisièmement, ça ne suffit pas la paix. Il faut aussi la croissance et il faut aussi que les jeunes s'y sentent bien. Par exemple, est-ce que vous acceptez que, par exemple, moi, Iman Yousfi, on me dit toujours issu de l'immigration, issu de la diversité, troisième vague de l'immigration. Est-ce que vous acceptez qu'on m'appelle toujours comme ça? Il y a une assignation identitaire permanente en réalité. Mais non, c'est terrible, terrible. Je pense que ce qui est encore plus terrible, c'est d'ailleurs même pas ça, c'est qu'on ne soit pas capable de le vivre de manière positive. Aux États-Unis, tout le monde commence sa phrase quand on rencontre quelqu'un par « D'où venez-vous » Est-ce qu'on l'a pas un peu instrumentalisé aussi à droite? D'où venez-vous, Jean-François Copé? Moi, personnellement, je suis né en France, mais mon grand-père était roumain. Mon grand-père était roumain et mon autre grand-père était d'Algérie. Donc c'est vous dire combien je suis vraiment tout à fait conscient de cette histoire familiale. Et en même temps, je me sens profondément français. J'ai fait le choix de servir mon pays puisque j'ai choisi de m'engager en politique. Donc quelque part, je me dis cette question de l'identité qui est très importante. Ça vous a pas choqué, le débat lancé par Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale? Ce qui m'a choqué, c'est surtout que... Enfin, ce que j'ai regretté surtout, c'est que cela génère autant de tensions, puisque l'objectif c'était plutôt de dire mais qu'est-ce qui nous réunit? Au lieu, ça devait être qu'est-ce qui nous réunit, c'est devenu qu'est-ce qui nous divise. Quand vous êtes ensemble là, on passe une heure ensemble, et au lieu de parler de tous ces sujets, vos questions que vous avez préparées, moi qui réponds, etc. Si on prend, allez, un quart d'heure, chacun à raconter son histoire. Mais il y a des larmes qui sortent, il y a des rires, il y a des complicités. Vous allez les faire mais, pour revenir sur l'Europe. Et où est le drame? Excusez-moi, où est le problème? Mais pourquoi est-ce que Mais attendez, l'Europe. Vous savez ce qui manque à l'Europe? Vous savez ce qui manque à l'Europe? Pour revenir sur l'Europe. Je vais vous dire ce qui manque à l'Europe. Non, mais moi je vais vous dire un truc qui me fait du mal quand je pense à l'Union européenne, Jean-François Copé, c'est quand je vois qu'il y a une population de 20 millions de chômeurs dans toute la zone euro. Ça nous montre à quel point le rêve européen, il est brisé. Il est en lambeaux. Oui, enfin, le taux de chômage en Europe, il est moins fort qu'il n'est en France, malheureusement. Bon, oui, mais il est énorme quand même. Il n'est pas acceptable quand même. C'est toujours trop. Toujours beaucoup. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe n'arrive pas à générer de la croissance économique suffisamment. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contraintes. Parce qu'il y a trop de réglementation. On en revient toujours à ça. Il faut laisser les gens se bouger. Mais qui porte l'Europe aujourd'hui en France? Qui la porte? Mais personne ne l'incarne aujourd'hui. Pourquoi? Du temps de nos grands-parents, c'était De Gaulle et Adenauer, la réconciliation. On a eu des moments d'émotion. Quand on a Mitterrand et Kohl qui évoquent l'histoire et la réconciliation, c'est des moments très forts. Aujourd'hui, notre problème, c'est que quand on parle de la paix, on se retrouve. Quand on parle de la croissance, on ne se retrouve pas. En réalité, c'est ça que vous êtes pour le retour de Nicolas Sarkozy. Quel rapport avec l'Europe? Ça, c'est autre chose. Enfin, je peux répondre à ça, mais c'est pas la même question. Oui ou non, alors? Vous êtes pour ou contre? Moi, je l'ai dit. Moi, j'ai dit que je serais à ses côtés si il est candidat. Mais c'est pas le problème du jour, hein. Le problème du jour, il n'est pas là. Le problème du jour, c'est qu'est-ce qu'on propose aux Français? On en parle depuis tout à l'heure. C'est dans 2016, mais c'est une éternité. 2017, c'est une éternité. Mais là aussi, il y a une véritable lampe de bois. Je suis désolé, mais franchement, Nicolas Sarkozy sera le candidat UMP en 2017. Non, mais attendez, il en a, je pense qu'il en a. Non, mais il en a évidemment très envie. Il y a beaucoup de gens qui le souhaitent. J'ai dit quelle serait ma position. Mais donc vous aurez fait le boulot pendant 5 ans, il revient et hop, il passe à la caisse. Écoutez, c'est pas inintéressant ce que vous dites là. Mais, non, mais après, pas inintéressant. Vous pouvez aller à Matignon, du coup. Est-ce qu'il y a un ticket possible entre vous et lui? Écoutez, vous savez, tout ça, c'est des questions énormes. On ne peut pas les traiter en 2 secondes. Je vois dans votre visage une espèce d'épanouissement, parce que ça vous plaît, du coup. Parce qu'avant, j'étais pas épanoui, tout à l'heure, ça vient de sortir, là. Non, la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez avec les Français... On sait que vous pensez à ça tous les jours. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Oui, j'ai compris, mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit. Oui, à la question que vous posez, j'ai décidé de consacrer l'essentiel de ma vie à servir mon pays. Et si les circonstances le permettent, et les Français le souhaitent, sans doute, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirige le premier parti d'opposition, je suis le chef de l'opposition française. Ma mission, c'est quoi? C'est d'incarner un autre chemin. Ce qu'on fait petit à petit, à travers un certain nombre de propositions. Vous m'avez demandé sur le plan économique, qu'est-ce que propose l'UMP? Je vous ai dit, il faut libérer l'énergie, il faut faire confiance aux gens, il faut que ça bouge, il faut regarder ce qui se passe dans le reste du monde. C'est très simple, en fin de compte, quand vous êtes... oui. Ça fait très simple, mais personne n'a le courage de le faire parce que tout le monde a peur. A peur du candidaton, de la critique de gauche, du journalisme. Et moi je dis, il ne faut plus s'occuper de tout ça, libérer les énergies, que les gens qui ont envie de faire des choses puissent les faire au lieu qu'on leur envoie des batteries de contrôleurs et d'inspecteurs. On va libérer le public, si vous permettez bien. On va lui donner le micro pour poser des questions. Par ici, il y a une question. Bonjour, Monsieur Copé. L'année dernière, pendant la campagne des législatives, vous faisiez du porte-à-porte. Et donc, vous avez rencontré la communauté musulmane de Meaux.
Et là, sûr, vous avez emmené votre femme qui a dit donc aux habitants de Meaux, il n'est pas raciste, je m'appelle Nadia, mon frère s'appelle Karim. Est-ce que ça vous dérange pas d'instrumentaliser votre femme comme ça lors de ces porte-à-porte? Non, d'abord, je vous signale que cette histoire que vous racontez, c'est pas en porte-à-porte. Il faut toujours bien regarder les faits. C'était une réunion d'appartements où il y avait une quinzaine de mes administrés avec lesquels nous parlions de toutes ces questions passionnantes d'identité, d'intégration, de qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort et qu'on s'en sort pas, le problème de la discrimination qui pour moi est quelque chose d'insupportable, de racisme, etc. Bon. Et l'un de ceux qui étaient là m'a dit, vous soutenez Sarkozy, raciste, c'est comme ça que c'est venu dans la discussion. Et dans cette discussion, Nadia, qui effectivement était là, comme elle est là aujourd'hui, a dit, ah non, ça je peux pas vous laisser dire ça, et c'est un cri d'amour. Vous pouvez pas en plus lui reprocher, non, mais levez pas les yeux au ciel. Je n'ai pas pour habitude d'instrumentaliser qui que ce soit, c'est pas mon genre, je déteste ça, je n'aime que l'authenticité chez l'autre. Autre question? Oui, bonsoir Monsieur Copé. Alors, on est en 2017, vous êtes élu président de la République. Est-ce que vous remettez en cause le mariage pour tous? Alors moi, en fait, moi sur le mariage pour tous, mon sujet, depuis toujours, ça a été la question de la filiation et de l'adoption. Moi, j'ai toujours dit que je trouvais tout à fait normal, d'ailleurs beaucoup de gens à l'UMP étaient de cet avis, hein, qu'il y ait, alors certains avaient appelé ça une union civile, enfin peu importe le terme, mais pour moi c'est pas l'union d'un couple homosexuel le sujet, il n'y a aucune raison que ce soit un sujet. Le sujet, c'est la question de l'altérité sexuelle par rapport à l'éducation et l'adoption des enfants. Pour moi le vrai problème il est là, comme est un problème, la PMA, et la GPA encore plus. Donc là, on va repartir pour un nouveau numéro, puisque la question va se reposer dans les années à venir. Je pense, oui. Très bien. Malheureusement, il va falloir rendre l'antenne. Donc, il y a une tradition, malgré tout, avant de vous laisser partir. On va vous donner l'affiche du Bondi Blog et vous allez donc mettre une petite dédicace. Pendant ce temps, moi, je veux remercier Iman Yousfi, Mehdi Mekla et Badroudine Saïd Abdallah d'avoir préparé cette émission. Je voudrais aussi vous rappeler cette opération menée par France Télévisions concernant le racisme ordinaire. Vous pouvez bien évidemment contribuer avec vos témoignages. Vous avez toutes les informations sur cette opération sur le Bondi Blog, bondiblog.fr. Et puis, je voulais aussi vous parler de ce coffret donc, qui est édité par l'Accès. L'Accès, c'est l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité. Il y a une quinzaine de vidéos, de films autour de l'histoire de la mémoire de l'immigration et des quartiers. C'est un coffret d'ailleurs que je vous offre, Jean-François Copé. Voilà, Jean-François Copé, vous lisez s'il vous plaît à haute voix votre dédicace. Pour toute l'équipe du Bondi Blog, des questions denses pour répondre à des problèmes majeurs au service de la France de demain. Merci beaucoup d'être venu au Bondi Blog Café. Merci à Jamart. Merci à vous. Bravo pour le travail, c'est remarquable. Hein. Merci aussi à Zadig Productions. On se retrouve le mois prochain sur LCP et France O. Sacré personnage politique. Il est vraiment doué en com. Un personnage qui est tellement rodé à l'exercice de l'interview. Si t'es pas bien préparé face à Jean-François Copé, c'est très compliqué. Il incarne un peu le politicien, énarque, un peu manipulateur. Et ce qu'il a voulu faire en face de nous, c'est donner une image de mec sympa. Il faut qu'il change son image. Il est dans une phase, quand il vient ici, de métamorphose. Jean-François Copé, ce qu'il a avec lui, c'est le bilan catastrophique de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, Jean-François Copé est venu avec sa femme. Au moins, il a ça. Et là, ce qu'on en a pas, une femme. Ouais.